Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Géopolitique internationale sur Afrique Média. Merci de votre fidélité à nos programmes. Ce matin, sujet unique autour de la géopolitique internationale. On parle bien sûr de la nécessité ou non d'une récomposition géopolitique en Amérique latine. On sait que jeudi dernier, dans un entretien exclusif avec RT, Rafael Correa, l'ex-président de l'Équateur, et Luis Ignacio Lula da Silva, donc l'ex-président brésilien, ont affirmé que les États-Unis ne veulent pas d'une Amérique latine forte. Alors pourquoi une telle affirmation? On va donc tenter de comprendre ce matin dans cette édition la profondeur d'une telle déclaration. Quelles sont selon vous les relations entre l'Occident de façon générale et l'Amérique latine au plan géopolitique? Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer les destins géopolitiques de l'Amérique latine et de l'Afrique? Eh bien, on en parle ce matin dans Géopolitique internationale. Mais avant cela, on va faire bien sûr le point sur l'actualité internationale avec notamment deux sujets d'accueil que nos experts vont rapidement analyser, ils vont rapidement décrypter pour nous tout au long de cette émission. Tout d'abord, on parle bien sûr du rapprochement Moscou-Ankara cristallisé mardi dernier par la visite de Vladimir Poutine, le président russe, en Turquie. Il a été reçu, vous le savez, en grande pompe par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Et puis on évoquera aussi très rapidement l'affaire Skripal, marquée actuellement par des revirements de situation. On les analysera bien sûr tout au long de cette émission. Et pour aborder donc ces thématiques, on sera en direct d'Abidjan au Côte d'Ivoire avec les belles Goran, analyste des questions stratégiques en direct de Francfort en Allemagne. Nous serons avec Claude Wilfried Ekanga qui est également là ce matin en direct de Moscou en Russie. Michael Gamandi-Egrov sera également présent ce matin. Et puis bien sûr, toujours en Russie, mais cette fois-ci à Sochi. On sera avec Fabrice Beyor, qui est également là ce matin, géopoliticien également. Et puis, pour terminer, du côté de Bruxelles, on va retrouver donc sur place Luc Michel, qui va également décrypter pour nous ces thématiques ce matin. On va donc commencer tout de suite, sans transition. D'ailleurs, actualité oblige, on va commencer donc avec vous, Michael Gamandi-Ergorov. Tout d'abord, bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin dans Géopolitique internationale. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà, et donc on salue également la présence du côté de Francfort de Claude Dulfrey-Kanga qui est également de la partie ce matin avec nous. Alors bonjour à vous Claude Wilfried Kanga, merci d'avoir accepté cette autre invitation de Géopolitique internationale. Bonjour Vanessa, c'est un plaisir comme toujours d'être avec vous aujourd'hui et de partager. D'accord. Alors, tout de suite, on va commencer avec vous, Michael Garmondi-Egorov, en sujet d'accueil. On parle donc de ce rapprochement Moscou-Ankara, cristallisé, je l'ai dit à l'entame de l'émission, par la visite mardi dernier de Vladimir Poutine en Turquie, où il a été reçu par le président Recep Tayyip Erdogan. Alors, monsieur Egorov, la question qu'on aimerait poser, c'est quelle est l'ampleur de ce partenariat à la fois économique, énergétique, militaire, mais surtout géopolitique entre Moscou et Ankara aujourd'hui, mais qui visiblement semble en tout cas exaspérer l'Occident? Oui, merci pour cette question. Effectivement, il s'agit d'un partenariat stratégique qui lie les deux pays. Ça ne date pas d'hier. Ça fait déjà un bon nombre d'années que Moscou et Ankara ont préparé la base. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, ce que je veux dire. Il y a déjà un grand travail qui a été fait depuis déjà les 5-10 dernières années en vue d'élargir considérablement l'interaction russo-turque. Alors si effectivement, il y a encore quelques années, cette interaction était importante principalement au niveau économico-commercial, sachant que la Turquie a d'énormes intérêts économico-commerciaux avec la Russie, et la Russie a aussi d'importants intérêts d'ordre économico-commercial avec la République turque. Aujourd'hui, on voit véritablement que ce partenariat, au départ purement économico-commercial, est en train de prendre de plus en plus une ampleur géopolitique et je dirais même géostratégique. C'est une réalité aujourd'hui. Alors, en quoi cela s'est traduit? Alors, effectivement, comme vous avez pu certainement le suivre, on a vu que maintenant, Vladimir Poutine, juste d'ailleurs, en passant, et ça c'est un détail important, c'était cette visite de Vladimir Poutine en Turquie, à Ankara, que vous avez soulevée, c'était la première visite officielle à l'étranger après la réélection d'il y a un mois de Vladimir Poutine à la tête de l'État russe, haut la main, largement remportée, et c'était la première visite. Donc ça aussi c'est très symbolique. Alors,
On sait que les deux chefs d'État ont beaucoup parlé de la Syrie, sachant que les deux pays, plus l'Iran, sont largement impliqués dans les efforts qui visent à mettre un fin à la guerre en Syrie. Vladimir Poutine, avec son homologue Erdogan, ont également assisté au lancement des travaux donc, de cette centrale nucléaire d'Akuyu qui sera opérationnelle d'ici 2022-2023 dans la province de Mersin. Donc c'est la première centrale nucléaire de la Turquie et qui sera par l'Agence fédérale de l'énergie atomique de Russie, Rosatom. Qui sera lancé. Ça aussi, c'est un partenaire stratégique et c'est un projet stratégique plutôt. Et il faut savoir que cette centrale va assurer 10% des besoins en électricité de la République turque. Il y a le gazoduc Turkish Stream, qui est un projet aussi stratégique, c'est le gazoduc qui se construit donc à partir du territoire russe en passant par la mer Noire pour atteindre la Turquie, qui en passant est le deuxième principal marché gazier de la Russie. Le premier étant l'Allemagne, la Turquie est deuxième. Et donc ce gazoduc qui aura deux lignes, la première va aller uniquement sur le marché turc, la deuxième va desservir les clients des pays européens qui se trouvent à côté de la Turquie. Voilà. Et autre point très important qui confirme qu'aujourd'hui on passe véritablement à un partenariat géopolitique et géostratégique, c'est évidemment la question des S-400. Et malgré toutes les tentatives qui ont été faites sur la Turquie de la part de Washington, de la part de Bruxelles. Pourquoi? Parce que la Turquie est membre de l'OTAN. Et pas seulement membre de l'OTAN, parce que ce n'est pas le Luxembourg. La Turquie, c'est la deuxième force en termes d'effectifs de l'organisation nord-atlantique. Et malgré tous les efforts, toutes les tentatives de stopper ce contrat qui ont été faites par les représentants aussi bien des USA que de Bruxelles, ça n'a pas marché. Erdogan a confirmé que ce contrat aura bien lieu, il sera honoré. Et Vladimir Poutine, comme vous l'avez certainement suivi, a annoncé lors de la conférence de presse conjointe que la Russie va même accélérer la livraison des S-400, du système S-400 Triumph, à la Turquie, à la demande de nos amis turcs. Voilà la réalité de la chose. Moi, je pense que c'est formidable. C'est véritablement, je pense que c'est un exemple d'un partenariat stratégique renforcé que l'on est en train d'observer entre la Russie et la Turquie. D'accord, merci beaucoup à vous, Mickaël Gammondi et Gorov. Eh bien, on va y revenir. On va peut-être, parce qu'il y a d'autres questions sur le sujet qui restent en suspens. C'est vrai que c'est un sujet d'accueil. On va donc aller à Bruxelles, retrouver Luc Michel. Alors, Luc Michel, selon vous, quel a été le regard, quel est le regard du monde, quelle est la vision géopolitique du monde vu de l'extérieur de cette visite de Vladimir Poutine et M. Mickaël Gammondi et Gorov l'a dit à l'instant. C'est une première visite après, c'est la toute première après, depuis sa réélection, la réélection de Vladimir Poutine. Eh bien, comment est-ce que le monde a pu voir, a pu observer cette visite de Vladimir Poutine en Russie, mais surtout cette tripartite entre Vladimir Poutine, Hassan Rouhani et puis bien sûr Recep Tayyip Erdogan? Un grand bonjour à vous, à toute l'équipe et aux intervenants. La géopolitique, ce n'est pas une opération en bourse. On ne peut pas parler de plus-value en géopolitique. Il y a actuellement un processus qu'on appelle le processus d'Astana, de la première conférence tripartite qui a réuni les Russes, les Iraniens et la Turquie d'Erdogan. Il y a eu ensuite une conférence à Sochi et une troisième qui vient de se terminer à Ankara. Sochi et Ankara sont, il faut le dire platement, deux échecs. Il y a une logique derrière tout ça. La géopolitique, c'est quelque chose qui fonctionne rationnellement, calmement, sur des cycles longs. Par exemple, la géopolitique de la Russie en Crimée, elle est la même depuis la grande tsarine Catherine la Grande. Et donc, la géopolitique se marie mal avec ce qu'on appelle dans la grande presse les tournants géopolitiques. Moi, j'ai appelé ça les géopolitologues de l'émotion, en précisant que l'émotion était tout sauf de la géopolitique. On a déjà vu de soi-disant tournants comme ceux-là. Il y a eu un exemple typique, c'était le pacte germano-soviétique Staline-Ribbentrop en 1939. Et il n'a pas changé le monde parce que fondamentalement, la géopolitique soviétique, russo-soviétique de Staline et la géopolitique allemande de Hitler s'opposaient. Alors, à quoi assiste-t-on à Astana, puis à Sochi et aujourd'hui à Ankara? Eh bien, on est simplement devant des joueurs de poker assis autour d'une table de poker. Il y a des joueurs qui ont quitté la table parce qu'ils n'ont pas su tenir la mise, les Américains, les Français qui sont complètement hors jeu dans l'ensemble du Levant, pas seulement en Syrie, et il y a évidemment les joueurs actuels. Il y a deux grands joueurs, il y a le joueur russe mais qui est en accord avec le joueur iranien. La réalité d'Ankara, c'est la consolidation
de l'axe russo-irakien, qui est un axe géopolitique, géoéconomique et géostratégique. Que cherchent les Russes là-bas? Ils cherchent tout d'abord à semer un maximum de désordre au sein du camp des États-Unis et de l'OTAN, en exploitant les contradictions internes et en exploitant les mouvements d'humeur actuellement entre la Turquie, les États-Unis et l'OTAN. Que cherche Erdogan? Il fait une série de coups de poker opportunistes. Son but, c'est quoi? C'est faire avancer ses projets géopolitiques et c'est faire monter la mise vis-à-vis de ses partenaires occidentaux. Pour ceux qui croient que les Américains sont fâchés avec Erdogan, le général Votel, qui commande le SOMCOM, donc c'est le commandement de toutes les troupes impliquées, notamment en Syrie, a dit qu'il comprenait la légitimité de l'offensive de la Turquie sur Afrin pour protéger ses frontières. Les Kurdes au milieu de tout ça, ce sont des pions que les Américains vont sacrifier sans aucun état d'âme. Les Russes aussi, qu'est-ce qu'ils recherchent? De bonnes affaires, vendent des centrales nucléaires, vendent leurs systèmes missiles, et en plus, une fois de plus, d'affaiblir le camp occidental, parce que ce qu'ils proposent, c'est une technologie, notamment dans les centrales nucléaires, dans les systèmes de missiles antimissiles, qui est alternative, concurrente de la technologie occidentale. Mais derrière tout ça, il y a des oppositions fondamentales, il y a deux agendas géopolitiques diamétralement opposés, l'agenda de la Russie et de l'Iran, qui veulent maintenir Assad au pouvoir, et derrière les Russes, il y a le grand projet partagé par les Chinois de l'unification de l'Eurasie. Erdogan, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est opposé à Assad, il est allié aux djihadistes, notamment ceux issus d'Al-Qaïda, le Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda en Syrie, et ce sont des djihadistes qui sont également soutenus, on oublie de le dire, par les États-Unis et l'OTAN. Derrière Erdogan, il y a un projet géopolitique qu'on appelle néo-ottoman, c'est la reconstitution de la sphère d'influence de l'Empire turc ottoman, et basé sur une théorie géopolitique qu'on appelle le pantouranisme, c'est l'union de tous les peuples turcs. Le pantouranisme est totalement incompatible, antagoniste avec le néo-eurasisme. Il y a d'ailleurs eu une guerre entre eux, c'était au début des années 20, lorsque les bolcheviks arrivés au pouvoir dans la nouvelle URSS soutenaient la reconstitution d'un empire eurasiatique, et qu'un dirigeant des jeunes turcs qui s'appelait Enver Pacha leur a fait la guerre où il a perdu la vie. Ces projets sont incompatibles et bien entendu, ils ne permettent aucune alliance géopolitique à long terme. Ajoutons que Erdogan est le spécialiste du double jeu, que déjà l'armée syrienne sur les frontières de la zone d'Afrin s'est opposée militairement aux troupes turques. Ajoutons encore quelque chose de très important, et ça sera ma chute concernant évidemment Erdogan, c'est qu'il est toujours en contact hebdomadaire avec Trump, que les généraux américains se succèdent à Ankara, et que, il y a quelques semaines, la Turquie vient de nouveau de renouveler sa demande d'adhésion à l'Union européenne. De nouveau l'Union européenne qui est également un projet incompatible avec le projet d'unification eurasiatique de Moscou. D'accord, merci beaucoup à vous, hein, Luc Michel, pour cette analyse. Eh bien, avant d'aller à Francfort, vous retrouvez sur place Wilfried Ekanga. Eh bien, un tout dernier point très rapidement, Monsieur Michael Garmandia-Goroff. Alors, on sait que le président russe a lui-même assisté à la cérémonie de pose de la première pierre de la centrale nucléaire d'Akuyu. Et on sait aussi, je crois que vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, que les 4 réacteurs à eau pressurisée de la centrale seront construits par la Russie. Et alors, la question qu'on se pose face à cela, c'est de savoir si, au plan géopolitique, la Russie ne craint pas, n'a pas peur d'aider d'autres pays au plan nucléaire, que ces pays-là soient ses alliés ou pas. D'autant plus que Luc Michel disait à l'instant, je crois que vous l'avez compris, que Erdogan fait une série de coups de poker, qu'il est le spécialiste du double jeu. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela, Michael Garmandia-Goroff? Alors, le fait que Erdogan est quelqu'un qui agit conformément aux intérêts qu'il considère les siens, et en l'occurrence les intérêts de la Turquie sous sa présidence, ça c'est indéniable, c'est un fait. Mais normalement, tout leader d'un pays souverain le fait. Alors maintenant, on peut aimer ou pas aimer Erdogan, le fait est que lui, il pense à son propre peuple, il agit conformément aux intérêts qu'il considère le bon, il est soutenu par beaucoup de citoyens turcs, et il faut quand même savoir une chose importante, c'est que pour nous, c'est un partenaire beaucoup plus fiable que tout l'establishment occidental réuni. Et je pèse mes mots. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'avait dit lors de la conférence de presse conjointe récente, il a dit qu'avec la Turquie,
y compris sur des aspects économiques et autres, on arrive à résoudre des questions sur lesquelles on peut partager des opinions divergentes, parce que sachant que nous avons notre vision, les Turcs ont la leur, notamment sur la Syrie et sur un certain nombre d'autres choses, mais on arrive à s'entendre et à trouver des consensus avec la Turquie en un espace de temps beaucoup plus réduit, incomparablement plus court qu'avec les Occidentaux avec lesquels nous discutons pendant des années sans aucun résultat notable. Alors je peux comprendre que Luc Michel, ça ne lui fait pas plaisir que la Russie s'éloigne de l'Europe, choisi cette fois. L'Europe s'est éloignée de la Russie. L'Europe est une colonie américaine et il le sait parfaitement. D'ailleurs, il aime le dire aussi très souvent. Et par rapport à ça, il n'y a rien d'autre à faire. La Russie ne va pas rester là à attendre quelqu'un qui est constamment en retard, quelqu'un qui ne comprend pas ses intérêts. La Russie va interagir avec tous les pays avec lesquels elle a des intérêts. Alors oui, c'est la Chine. Oui, c'est l'Iran. Oui, c'est beaucoup de pays africains, c'est beaucoup de pays du monde arabe, dont bien sûr la Syrie c'est un allié, et un certain nombre d'autres pays, l'Amérique latine, etc. Et c'est comme ça. Alors le fait que les Européens, certains Européens soient aujourd'hui fâchés de voir la Russie s'éloigner de l'Europe, je ne comprends pas pourquoi ils devraient être fâchés, parce que l'Europe a choisi cette voie d'être assujettie aux intérêts de Washington. La Turquie, elle, mène sa propre politique souveraine, avec laquelle on peut être d'accord, ou pas toujours d'accord, mais le fait est que nous, on a un traité avec des pays souverains qui assument leur souveraineté. La Turquie est un pays comme ça. L'Europe, dont tous les pays européens, y compris la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, j'en parle pas, sont des pays assujettis à Washington. Des pays assujettis, parler avec des marionnettes, ça ne sert à rien. Je suis un peu radical, mais c'est comme ça. Maintenant, concrètement, à la question que vous venez de poser par rapport à la coopération dans le domaine du nucléaire civil plus précisément, bien sûr, la Russie a déjà signé un contrat avec l'Égypte, donc il y aura une centrale nucléaire qui sera construite toujours par le même groupe, l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom en Égypte. Il y a un accord qui existe en Afrique du Sud, bien que l'opposition, et notamment les compagnies occidentales, dont Areva, essayent de barrer la route à ces projets parce qu'ils ne sont pas contents du fait que la Russie renforce ses positions en Afrique du Sud, y compris dans ce domaine-là. Il y a un accord qui existe déjà avec l'Algérie sur la formation des cadres algériens dans le domaine du nucléaire civil, et il n'est pas exclu qu'avec l'Algérie, un projet similaire puisse avoir lieu dans un avenir court, moyen, long terme. On verra. Donc la Russie, effectivement, est ouverte de collaborer avec tous les pays du monde qui sont intéressés à avoir le savoir-faire russe dans le domaine du nucléaire civil, qu'ils soient africains, latino-américains, asiatiques, etc. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mickaël Gamondi et Agorov, pour cette précision. Eh bien, on va vous retrouver à présent sur place, Claude Wilfried et Kanga, toujours hein, actualité oblige. Hein. On revient donc ce matin sur l'affaire Skripal, l'expulsion des diplomates russes et la riposte qui s'en est suivie pour dire que Washington fait aujourd'hui marche arrière et propose donc à Moscou de remplacer les 60 diplomates expulsés ce matin. Donc avec vous, Claude Wilfried et Kanga, on tente de comprendre ce rétropédalage de Washington. Alors, comment est-ce que vous analysez cette marche arrière que Washington est en train de faire aujourd'hui dans l'affaire Skripal? Oui, Vanessa, c'est une très bonne question et la réponse, c'est juste le fait que les États-Unis et la partie occidentale de manière générale s'est rendu compte d'une sorte de faux calcul qu'ils ont fait et où ils n'ont pas mesuré les forces de la partie adverse parce que la capacité de nuisance justement de la partie adverse est égale à la capacité de nuisance des Occidentaux eux-mêmes. Et donc, le faux calcul a conduit à ce qu'ils ressentent maintenant le contre-coup de ce qu'ils ont fait. Ce que vous venez d'évoquer sur le cas des Américains est illustré par le secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, qui, il y a quelques jours, c'était le 29 mars, disait fièrement comment il a réduit à 10 le nombre de Russes, le nombre de diplomates russes au sein de son organisation. Et il y a quelques jours, il y a 2 jours, le 4 avril, il a dit lors d'une conférence au sommet qui s'est tenue à Ottawa, au Canada, à laquelle a participé notamment le Premier ministre canadien Justin Trudeau, il a dit, et c'était assez surprenant, il a dit « Nous ne sommes pas dans une logique de course aux armements avec la Russie, nous tenons à ce que nos réponses soient fermes, certes, mais aussi réservées. » Voilà, c'est ce qu'il a dit en quelque sorte. Donc, il y a cette sorte de marche arrière là qui conduit à s'interroger pourquoi justement. Je crois qu'avec le temps, on dit que la nuit porte conseil, plusieurs nuits portent encore meilleur conseil. Disons qu'avec le temps, les accusateurs de la Russie, en tout cas certains d'entre eux, se sont rendus compte de la halte et de l'impatience avec laquelle ils ont tiré des conclusions hâtives, parce que sur le cas Skripal,
une analyse approfondie qui était menée par les experts médicaux justement de l'Institut militaire britannique de Porton Down a justement révélé qu'on ne peut pas déterminer avec précision la cause de ce poison-là. C'est-à-dire que l'argument selon lequel le poison était de fabrication russe ne tient pas parce que n'importe lequel peut le fabriquer. Il y a même des poisons à fabrication artisanale qu'on réussit à réaliser à base de quelques clics sur Internet où on réussit à prendre les ingrédients. Donc, se baser sur le fait que c'était de la production russe pour dire que c'est la Russie, c'était un peu tiré par les cheveux. Et donc, de fil en aiguille, il y a eu cette remise en question qui s'est opérée. Mais maintenant, au-delà de ça, il y a les enjeux que j'ai évoqués au début, des enjeux plus au sommet. C'est-à-dire que la Russie, quoi qu'on dise, reste un puissant, un géant énorme. Et de la même façon qu'on peut élaborer des sanctions contre elle, on peut élaborer aussi, de la part de la Russie, des sanctions contre l'Occident. Ici en Europe, tout près d'ici, la France et même l'Allemagne en savent quelque chose parce que les fameuses sanctions économiques qu'on a ourdies contre la Russie ont conduit à ce que non seulement la Russie s'arroge une indépendance économique plus accrue, notamment sur les céréales dont on a parlé plusieurs fois ici, sur les denrées alimentaires qu'elle importait avant, et qui a conduit, enfin le manque de clients qui a submergé le marché européen, a conduit à ce que les vendeurs, les agriculteurs et les éleveurs européens se sont retrouvés avec un surplus de production. Le marché russe étant fermé, ils n'arrivaient plus à écouler leurs produits, d'où la vague de suicides et de marches et de grognes sociales qu'on a actuellement, surtout en France. Donc la Russie, elle a ce pouvoir-là qu'elle a justement matérialisé aussi dans le volet militaire. S'il est vrai que dans le cadre du G7 ou du G8 ou le G7 actuel, comme il s'appelle, la Russie était exclue. On se rappelle au sommet de Elmau, ici en Allemagne, à Munich, il y a quelques années, où on s'affichait fièrement sans la partie russe en disant, voilà, on l'a exclu, elle n'est plus un peu comme à la maternelle où on a un cercle d'amis et on dit, voilà, on a exclu l'un d'entre nous. Mais ce que les Occidentaux ignoraient, c'est que le G7 a une vocation économique très folklorique, pendant que les véritables enjeux se jouent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, vous allez remarquer que la Russie a gardé sa place. C'est-à-dire la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine forment toujours les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est là que les grandes décisions se passent. La Russie est justement sur cette question Skripal et sur la question des sanctions tous azimuts ces derniers temps, justement convoqué le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire, il y a ce pouvoir-là, il y a ce pouvoir militaire, il y a ce pouvoir politique qui va au-delà dans le contexte actuel des enjeux économiques. Et il y a un dernier élément qu'on ne doit pas oublier, la Coupe du Monde. Theresa May a menacé la Russie de ne pas envoyer ses diplomates pour la Coupe du Monde en Russie. Mais on oublie que la Russie en est le pays organisateur et donc a plus de pouvoir, plus de liberté, notamment sur l'octroi des visas, sur l'organisation de la logistique, etc. Elle a plus de facilité à élaborer des sanctions, à dire telle ou telle personne, telle ou telle entité, telle ou telle organisation ne fouleront pas le seul russe pour la Coupe du Monde. Dont les enjeux sont profonds et quand on réfléchit énormément, on se rend compte que voilà, un pays historiquement puissant, historiquement militairement puissant, un pays de près de 200 millions d'habitants avec une superficie énorme, un pays qui a une expérience politique à l'échelle mondiale très accrue et qui joue le rôle de contrepoids face à l'Occident actuel qui est mené par les États-Unis. Voilà, c'est un pays à ne pas négliger. Donc élaborer des sanctions comme ça sans y réfléchir par 2 fois peut être une erreur qui va se retourner à long terme Monsieur sur Kanga, les Occidentaux. d'accord, Monsieur Oui. Kanga. Alors, puisque vous parlez justement de Theresa May, il se trouve d'ailleurs que vous l'avez dit à l'instant même que les experts de Porton Down ne sont pas parvenus justement à prouver l'origine russe de l'agent utilisé pour empoisonner Sergei Skripal. Et donc, il se trouve que actuellement, normalement, dans l'ordre normal des choses, Theresa May et Boris Johnson devraient présenter les excuses à la Russie, d'autant plus que, on dit que, il se trouve aussi d'ailleurs, c'est d'ailleurs le cas, que la fille de Sergei Skripal, Yulia Skripal, elle a fait sa déclaration, donc, je crois hier ou avant-hier, elle a affirmé notamment qu'elle allait de mieux en mieux. Est-ce que vous pensez très clairement que dans l'ordre normal des choses, et surtout connaissant l'orgueil entre guillemets occidental, est-ce que Boris Johnson et Theresa May vont présenter leurs excuses à la Russie? Bien sûr que non, Manuela, en tout cas pas de la façon dont il se devrait, parce que l'ordre normal des choses dans les paradigmes internationaux concernant l'Occident et le reste du monde consiste à ne jamais s'excuser et à plutôt se trouver des circonstances atténuantes. Sinon, Colin Powell se serait excusé sur la fameuse rumeur sur les armes de destruction massive qui ont conduit à l'embrasement de l'Irak. Sinon, Jacques Chirac n'aurait pas dit de manière très philosophique
que nous devons restituer aux Africains ce qu'on leur a pris, ils se seraient excusés. Sinon, voilà, Obama et tous ces gens-là se seraient excusés. Donc... Allô? Voilà, je crois qu'on a perdu momentanément Monsieur Wilfried Ekanga. Eh bien, on va revenir tout à l'heure même dans la suite du débat. Direction Abidjan en Côte d'Ivoire. On va donc vous retrouver sur place Monsieur Lebel Goran, toujours sur cette question. On sait aujourd'hui, toujours dans l'affaire Skripal, que le département d'État américain a proposé à la Russie d'envoyer de nouveaux diplomates en remplacement, bien sûr, des 60 diplomates expulsés, comptant donc sur la réciprocité de la part de Moscou eu égard aux diplomates américains. Alors, face à cela, M. Lebel Goran, comment est-ce que vous expliquez ce rétropédalage, cette marche arrière de Washington? Dans l'affaire Skripal, nous sommes dans une ère où les règles du droit international deviennent caduques. Sans lapin ne font jamais un cheval et sans soupçon ne feront jamais une preuve. A cité Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe. Comment des États peuvent prendre des décisions sans le moindre fondement juridique, sans la moindre preuve matérielle? Ce rétropédalage états-unien après celui de l'Allemagne marque une fermeté russe de plus en plus productive. Les États-Unis demandent à Moscou de renvoyer 60 nouveaux diplomates. Moscou tient bon avec les pressions économiques, militaires, politiques et maintenant diplomatiques injustifiées. Une chose est sûre, la volonté manifeste d'accuser Moscou de tous les péchés est manifeste. Le dossier syrien met à mal tous les calculs d'intérêt. Cette marche arrière démontre que la diplomatie russe tient bon dans ce concert des nations qui devient un peu une chasse anti-russe. Nous sommes dans une nouvelle ère de la diplomatie comme dans une nouvelle ère de la puissance militaire. Nous remarquons que tous ces États qui reprochent des choses à Moscou n'ont aucune preuve ou aucun début de preuve. Alors, si ce monde doit être un monde où on accuse sans preuve, nous avons des questions à nous poser. De quelle manière peut-on accuser un pays d'être l'auteur d'un assassinat sans preuve? Qu'est-ce qui pousse des pays occidentaux, des pays qui ont de la matière à réfléchir, à accuser sans le moins soupçon de preuve? Le rétropédalage américain nous montre que le monde a ses méthodes et le monde a ses lois. Si les Américains font marche arrière, cela veut dire que quelque part, ils comprennent qu'ils sont en erreur et que Moscou tient le manche de la diplomatie internationale. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Lebel Goran. Merci beaucoup pour cette analyse. Et donc, très rapidement, avant de passer à notre thématique principale de la matinée, très rapidement, Fabrice Beyor, sur cette question de l'affaire Skripal, dans la suite des choses, vous, comment vous analysez ce rétropédalage de la part de Washington? Très rapidement, s'il vous plaît. L'Amérique latine a en effet une place particulière dans la géopolitique mondiale parce que c'est la chasse gardée des États-Unis, de l'impérialisme américain, mais également parce que cela fut la place... Voilà, Fabrice, on va revenir sur ce sujet dans un instant seulement. C'est d'ailleurs notre thématique principale, puisque vous voulez déjà aborder un peu par anticipation. Eh bien, on va entrer de plein pied là-dedans. Mais justement, donc, avant de parler de cette thématique centrale ce matin, qui concerne justement la place de l'Amérique latine dans la géopolitique internationale, dans la géopolitique mondiale, on va donc planter le décor avec cet extrait. C'est un extrait de l'interview exclusive qu'a accordé RT. Et donc, Rafael Correa, l'ex-président de l'Équateur, et Lula da Silva, l'ex-président brésilien, ils ont donc affirmé au cours de cet entretien que les États-Unis ne veulent pas d'une Amérique latine forte. On écoute et puis on revient. Je ne veux pas blâmer les États-Unis pour tout. Avec chaque jour qui passe, cela devient de plus en plus évident que les États-Unis ne souhaitent pas une Amérique latine forte et indépendante. C'est encore plus avantageux pour un pays aussi grand que le Brésil d'influencer les décisions prises en Amérique latine. C'est pour ça qu'ils en sont capables.
Je crois que oui. Ça serait extrêmement imprudent de leur part, la stabilité dans la région serait perdue. C'était le cas en 1964 et en 1973 au Chili. Mais à l'époque, les circonstances étaient différentes, c'était la guerre froide et tout le reste. Je crois que nous avons fait des erreurs nous aussi. Nous avons cédé à l'euphorie, nous étions trop contents de ce que nous pouvions accomplir. Donc nous n'avons pas suffisamment pris en compte le besoin de mettre de l'ordre dans le pays. Aujourd'hui, je suis sûr que nous aurions pu faire un peu plus, par exemple, consolider la Banque du Sud, ce que nous n'avons pas fait. En outre, nous aurions pu créer d'autres mécanismes de protection de notre continent. Je crois que cela ne sert à rien de regretter ce que nous n'avons pas fait. Je suis préoccupé par certaines élections, notamment celle de Donald Trump. Honnêtement, les États-Unis méritent mieux. Mais c'est le peuple qui a choisi Trump. Et ce dernier ne s'intéresse pas à l'Amérique latine. Il a déclaré très clairement que ses principales préoccupations étaient les États-Unis et son peuple. Bien sûr, sans aucun doute, Obama était un homme très gentil, mais l'essentiel de sa politique envers l'Amérique latine était toujours la même. Sauf les relations avec Cuba, mais en ce qui concerne le Venezuela, c'était terrible. Un jour, un Américain puissant m'a dit « Lula, le problème d'Obama, c'est que bien qu'il soit un orateur éminent, il oublie le jour suivant tout ce qu'il a dit. En effet, c'est vrai, il sait très bien comment parler des sujets importants. » Obama était très charismatique. Mais il ne fait pas ce qu'il dit. Il n'a même pas fermé la prison de Guantanamo à Cuba. Après, il a proposé les prisonniers politiques de Guantanamo aux pays de l'Amérique latine, l'Uruguay et le Brésil. Honnêtement, l'Amérique du Nord n'était jamais intéressée dans la coopération avec l'Amérique latine. Voilà, merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. On va donc commencer avec vous, Michael Gamondi-Egorov. Ces gars-là ne veulent pas la stabilité de l'Amérique latine. C'est ce que viennent de dire ces deux hommes qu'on vient d'écouter. Donc, Luis Ignacio Lula da Silva, l'ex-président brésilien, et puis Rafael Correa, l'ancien président de l'Équateur. Alors, Michael Gamondi-Egorov, quels sont, selon vous, après avoir écouté ceci, quelles sont, selon vous, en tout cas, à l'heure actuelle et même dans le passé, les relations entre l'Occident, de façon générale, entre l'Occident et l'Amérique latine aujourd'hui? C'est la même relation néocoloniale qui caractérise généralement la relation des élites occidentales avec les pays et les peuples non occidentaux. En ce sens, la politique que mènent les USA et l'Occident, effectivement, de façon plus générale, vis-à-vis de l'Amérique latine, c'est la même vision, c'est la même approche qu'ils ont vis-à-vis de l'Afrique, avec des particularités évidemment d'ordre historique, d'ordre pratique, etc. Mais le fait est que c'est la même pratique. Les Occidentaux, en ce sens, ont toujours cet esprit purement néocolonial qui caractérise leur politique dans toutes les sphères. Alors, plus concrètement, si on parle des USA, pour eux, l'Amérique latine, c'est toujours leur précaré. Ils n'ont toujours pas réussi à admettre l'idée que l'Amérique latine puisse non seulement être libre et indépendante, mais en plus se permettre de mener une politique qui s'oppose à la politique états-unienne. Parce qu'on a vu, on a tous suivi, c'était le grand Hugo Chavez, l'initiateur de tout cela. Il a réellement pu non seulement défendre la souveraineté de son pays jusqu'au bout, il a pu créer un bloc latino-américain de pays, un bloc tout à fait qui rentre parfaitement dans le cadre du monde multipolaire et qui défendait la souveraineté des pays en question, la souveraineté de l'Amérique latine, la dignité de l'Amérique latine, en opposition au néocolonialisme américain et plus généralement occidental. Alors, c'est vrai qu'il y a eu on a eu des pertes. Bon, déjà, le grand Hugo Chavez nous a malheureusement quittés. Ça, c'est effectivement une très grande perte. Mais je dois reconnaître que j'étais dès le départ en désaccord avec ceux qui disaient que son successeur Nicolas Maduro n'aurait pas la carrure, n'aurait pas la force, n'aurait pas le courage de poursuivre son œuvre. Moi, dès le départ, j'avais dit qu'il se trompe. Parce que c'est bien Hugo Chavez qui avait conseillé aux Vénézuéliens de soutenir, qui avait appelé les Vénézuéliens, ses partisans en tout cas, de soutenir Nicolas Maduro parce qu'il disait c'est mon digne successeur, je crois en lui, je compte sur lui. Et jusqu'à maintenant, Nicolas Maduro a confirmé toutes les attentes
de son prédécesseur, d'Hugo Chavez. Il poursuit sa ligne et malgré toute la pression, malgré toutes les difficultés auxquelles fait face la République bolivarienne du Venezuela, le Venezuela est toujours debout. Alors par contre, c'est vrai qu'on a eu des pertes dans certains pays d'Amérique latine, par exemple au Brésil, le coup d'État contre Dilma Rousseff qui était également peut-être pas de façon aussi ouverte, aussi radicale, mais il était opposé au diktat américain. On a vu que ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui, les forces progressistes comptent toujours reprendre le pouvoir, mais il y a du travail à faire. En Argentine, Cristina Fernández de Kirchner, qui était d'ailleurs une grande amie de la Russie, une grande amie du président Poutine, bon, elle ne pouvait pas se représenter aux élections, et malheureusement, celui qui était de son parti politique, lui n'a pas pu les remporter. Donc en Argentine aussi, on a subi une certaine façon des pertes. Mais en même temps, d'autres pays comme le Venezuela que j'ai déjà cité, la Bolivie, Cuba, le Nicaragua, avec le Nicaragua de Daniel Ortega et l'Équateur, tous ces pays-là continuent à défendre jusqu'au bout cette vision souverainiste de l'Amérique latine. Il continue de défendre jusqu'au bout cette vision qui a été lancée et ce processus qui a été lancé par Hugo Chavez. Donc moi, je reste optimiste quant à l'avenir. Par contre, ce qui est sûr et certain, et ça je peux vous le garantir même pas à 100, à 300%, que les Américains et les Occidentaux continueront à tout faire, comme ils le font en Afrique, pour nuire à ce que les pays latino-américains puissent poursuivre dans cette voie. Ils vont tout faire pour bloquer ce processus, mais je pense que connaissant la mentalité des leaders latino-américains que j'ai cités et aussi des populations, je pense qu'ils riposteront de la façon la meilleure qui soit, et d'autant plus qu'on sait que la Russie et la Chine sont prêtes à soutenir les pays en question dans la défense de leur souveraineté. Et je pense que c'est ça le plus important. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Michael Gamandia-Aigroff, pour cette analyse. Eh bien, Claude Wilfried Ekanga, on a l'impression, quand on observe, les observateurs, en tout cas de la scène politique internationale, disent plusieurs fois qu'on a l'impression que certains pays de l'Occident sont aussi hostiles à l'Amérique latine qu'ils le sont en Afrique. On a vu, par exemple, les États-Unis être plusieurs fois agressifs avec les pays comme le Venezuela ou encore le Mexique. Vous, quelle est votre analyse de cette situation entre l'Amérique latine aujourd'hui et les pays de l'Occident, certains en tout cas? Oui, Manuela, vous avez parlé des pays occidentaux de manière générale et vous y avez inclus les pays européens. Disons que l'Europe se comporte envers les États-Unis à ce complexe d'infériorité, l'Europe occidentale envers les États-Unis, le même complexe que semblent l'avoir les Africains envers les Européens. Dans la géopolitique internationale, la loi du plus fort, c'est vraiment la loi du plus grand, du plus gros. Et c'est lui qui dicte un peu la conduite à suivre. C'est pour ça que vous avez vu sur le cas syrien, pour ouvrir une petite parenthèse, lorsqu'il y a eu la menace des armes chimiques il y a quelques années sur Bachar al-Assad, tous les pays européens se sont rangés derrière les États-Unis pour dire on va frapper si il est avéré que tu as utilisé des armes chimiques. Et voilà, il y aura des représailles. Mais lorsque les États-Unis se sont rétractés, malgré la supposée utilisation des armes chimiques, on a vu aussi les Européens, même la puissante Allemagne, faire volte-face et voilà, marcher à reculons en disant voilà, on va temporiser, on va réfléchir, on va pas y attaquer. Donc, il se passe la même chose se passe envers les pays d'Amérique latine. On a l'impression, vu que nous avons l'OTAN, vu que nous avons le bloc occidental, vu que nous avons l'ONU, en tout cas les trois premiers, on a l'impression que les pays occidentaux font tout pour ne pas fâcher les États-Unis. C'est un partenaire très fort, c'est un géant économique, c'est une entité dont ils dépendent énormément et ils considèrent qu'ils ont tout à perdre, en tout cas ils ont gros à perdre s'ils venaient à fâcher les Américains. Donc, ils ont l'habitude de les suivre dans toute leur turpitude, d'où la présence de ces pays-là en Afghanistan aujourd'hui, depuis 2001, que les Américains s'y sont lancés, et ainsi de suite. Maintenant, pour le cas de l'Amérique latine, en fait, c'est assez simple à constater. On a remarqué que si un pays est soutenu par la Russie, autrefois par l'Union soviétique, il est automatiquement ennemi, entre guillemets, des États-Unis. La Russie récemment sur la crise, vous savez, le Venezuela c'est un géant pétrolier, mais qui malheureusement c'est l'un des 2-3 producteurs mondiaux avec l'Arabie Saoudite, mais qui malheureusement ces derniers temps doit faire face à une crise énorme où il n'arrive pas à couvrir son déficit budgétaire, son déficit de dette, malgré la manne pétrolière. Et la Russie a octroyé une aide financière conséquente il y a peu à la Russie, au Venezuela, notamment à la principale compagnie pétrolière du pays.
Et donc, quand vous avez des entités comme ça, voilà, le Venezuela, Maduro, c'est la continuité de Hugo Chavez, un peu une idéologie qui a été propagée dans tous les pays d'Amérique, dans quasiment tous les pays d'Amérique latine qu'on a actuellement. Et nous n'aimons pas, quand on est américain, nous n'aimons pas cette politique-là qui est conforme au castroïsme, si vous voulez, au chavisme, etc. Cette politique de gauche qu'on appelait autrefois le communisme, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est une sorte de socialisme. En tout cas, ça se distingue du capitalisme à outrance, du capitalisme carnassier qui caractérise les Occidentaux, notamment les Américains, aujourd'hui et depuis toujours dans cette partie du monde. Donc, tout ce qu'on a eu depuis l'histoire, depuis tout ce qui s'est passé en 73, l'assassinat du président chilien, Salvador Allende, parce qu'il avait refusé, entre autres, de nationaliser les mines de cuivre, parce qu'il avait nationalisé les mines de cuivre et avait renoncé à la privatisation au profit des États-Unis. Tous les attentats ensuite qui ont été manqués contre Cuba de Fidel Castro, le débarquement de la baie des Cochons, la crise des missiles, le projet cubain et l'embargo qui date du 3 février 62 et qui est toujours en cours sur l'économie cubaine, etc. En fait, les États-Unis se sont caractérisés par cette politique-là qui n'approuvait pas que un pays dans cette région d'Amérique latine-là élabore une politique qui semble de gauche, qui semble socialiste et qui semble épouser les idéaux de l'Union soviétique. C'est pour ça que le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski a dit récemment, et c'est assez amusant, il dit est-ce que vous pensez que l'Amérique latine se porte mal? Non, les relations entre l'Amérique latine et les États-Unis sont bonnes parce que l'Amérique latine est un chien qui dort tranquillement dans une moquette et ne cause de problème à personne. Ce qu'il a envie de dire par là, c'est que on a une bonne Amérique latine à travers le monde quand on a des dirigeants à la tête des pays d'Amérique latine qui font le jour et la nuit des Américains. Un peu comme en Afrique aujourd'hui, vous avez de bons présidents quand ce sont des présidents qui posent l'idéologie de la France, de la Grande-Bretagne et des mêmes Américains. C'est ce qui se passe en Amérique latine actuellement. Et justement, ceux qui n'ont pas été conformes ont subi les sorts qui ont été évoqués tout à l'heure. Dilma Rousseff, le coup d'État rocambolesque au Brésil, la décision rocambolesque au Brésil au profit de Michel Temer, qui lui, évidemment, est de droite. La même chose lors de la chute de Manuel Zelaya au Honduras, en tout cas, lors surtout de la prise de pouvoir de Juan Orlando Hernandez au Honduras, qui justement est conforme à cette idéologie-là, comme Michel Temer, comme Fulgencio Batista il y a plusieurs décennies. Et c'est ce que notamment déplorait la femme de Manuel Zelaya qui était candidate aux dernières élections du Honduras, qui disait voilà, elle appelait à la marche, elle appelait au boycott, elle appelait à la manipulation électorale parce que selon elle et selon beaucoup de voix, dans cette région-là, les partis, en tout cas l'idéologie de l'opposition, l'idéologie de la contestation est financée depuis l'étranger pour des intérêts obscurs parce qu'on veut placer un dirigeant là qui va être conforme aux intérêts des Américains qui veulent garder la mainmise. Comme toujours, c'est en fait l'histoire qui se répète sur cette partie du monde. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit, grosso modo, c'est de l'hégémonie, c'est de l'impérialisme, c'est ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme, si vous voulez. C'est voilà, ce codex-là qui veut qu'on n'accepte pas que le petit chien qui dort sur la moquette essaye de lever la tête. Et les Européens, en bons suiveurs, pour ne pas fâcher les géants américains avec qui ils ont de très bons liens, se conforment à cette idéologie et ils posent le même discours. D'accord, merci beaucoup à vous, Claude Wilfried Ekanga, pour cette analyse. On va donc poursuivre direction Soti. On va vous retrouver cette fois-ci, Fabrice Beyor, pour aborder donc la question que vous tentiez déjà d'aborder tout à l'heure. Eh bien, on tente donc de comprendre la place de l'Amérique latine dans la géopolitique internationale. Est-ce que effectivement l'Amérique latine a une place dans la géopolitique internationale? Mais surtout, est-ce que vous trouvez un lien particulier ou une relation particulière entre Cuba, l'ex-URSS et la Russie aujourd'hui? L'Amérique latine a en effet une place particulière dans la géopolitique mondiale parce que c'est la chasse gardée des États-Unis, de l'impérialisme américain, mais également parce que cela fut la place, le lieu de confrontation entre les États-Unis et de l'ex-URSS. Mais prenons un cas concret. Prenons Cuba. Cuba qui a une importance essentielle, historique et même stratégique pour le combat de l'Amérique latine dans le cadre de la géopolitique mondiale. Et prenons un cas encore plus concret, l'alliance et l'amitié entre donc, Cuba et l'URSS et la Russie d'aujourd'hui.
Alors, ça a commencé en 1959 par la révolution cubaine, effectivement, la politique agressive des États-Unis avec la tentative d'invasion qui a abouti donc à un rapprochement entre La Havane, capitale de Cuba, et Moscou. Et il y a eu la crise donc, des missiles en 1962, si je ne me trompe pas. Il y a eu 1991, la chute de l'URSS qui a vu jusqu'en 2001 la Russie avoir des rapports avec la Russie très très froids. Mais depuis quelques années, depuis 2009 précisément, avec la première visite de Raúl Castro et la deuxième visite en 2015, la Russie est de nouveau un partenaire très proche de Cuba, très proche d'un point de vue économique, très proche d'un point de vue de la santé, puisque Cuba a beaucoup à apporter au niveau de la santé, dans la recherche médicale, dans la recherche pharmaceutique, et l'Afrique le sait très bien avec tous les efforts d'aide humanitaire que Cuba a fait et fait toujours en Afrique en particulier. Et donc aujourd'hui, nous voyons ce rapprochement de plus en plus fertile, puisque l'on parle aujourd'hui de la possibilité des bateaux russes de pouvoir mouiller. Alors il ne s'agit pas d'installer une nouvelle base, mais de mouiller au sein des ports, en particulier de la Havane, des ports cubains, afin de pouvoir avoir des bases de ravitaillement comme il se passe à l'heure actuelle au Venezuela, comme il se passe à l'heure actuelle dans le port de Malabo et dans différents ports tels que en Syrie, à Tartouse par exemple. Donc nous voyons aujourd'hui effectivement que l'Amérique latine a une place particulière dans la géopolitique mondiale, que la Russie est de retour, en particulier avec Cuba, que cette amitié a des hauts et des bas, évidemment, mais qu'elle est fidèle, qu'elle est constante. Ce en quoi l'Amérique latine aujourd'hui, qui fait peu les feux de l'actualité du mainstream mondial, certainement reprend sa place et va reprendre toute sa place dans la géopolitique mondiale et dans la vie mondiale, du seul fait que ce pays a également, d'une manière très difficile, mais certainement une voie particulière, à savoir une voie également de croissance et, espérons-le, d'émancipation vis-à-vis de l'impérialisme américain, de ce grand fer du Nord bien invasif. D'accord, merci beaucoup à vous, Fabrice Meilleur, en direct de Soti, direction Abidjan à présent. On va vous retrouver encore une fois, Monsieur Libel Gouran. Alors, dans la géopolitique internationale, comment est-ce que vous analysez cet impérialisme américain, tout spécialement aujourd'hui concernant bien sûr l'Amérique latine? L'Amérique latine est un continent qui subit l'influence américaine depuis de longues années. Cuba a été le seul pays qui a osé s'opposer aux Américains avec les résultats que nous connaissons, embargo et plusieurs actions économiques, politiques et même militaires qui ont failli déstabiliser cette petite nation. Les autres pays de l'Amérique latine sont des pays qui ne sont pas forcément des pays alliés aux Américains, mais sont des pays qui font toujours attention à leur politique. Parce que le voisin américain a les moyens de les inféoder ou de mener des opérations militaires. Les Américains ont ce qu'on appelle les doctrines cachées. Les doctrines cachées sont des doctrines qui donnent le plein pouvoir à l'armée américaine, à l'exécutif américain d'agir sur des intérêts qui pourraient mettre en péril la nation américaine. Cette puissance américaine arrive alors, de ce fait, à inféoder tous les pays de la zone latine. Mais il faut aussi noter que ces pays n'ont pas une unité. Et ceux qui essaient de s'élever sont souvent opposés à des pays voisins. On a par exemple vu le cas du Venezuela et même du Brésil. Alors, dans cette conjoncture internationale, on remarque que les pays de l'Amérique latine n'élèvent pas la voix, ils ne prennent pas de position officiellement. Alors, on peut penser de façon légitime que les Américains domptent ces pays et leur donnent une ligne de conduite. Il est clair qu'en voyant la puissance américaine qui se développe et qui arrive à changer des régimes, à mener des opérations sans que personne ne puisse intervenir, ces pays restent prudents. Parce qu'en cas de conflit ou en cas d'une action militaire américaine, personne ne pourrait intervenir parce que, vu les proximités avec les États-Unis d'Amérique, ce serait créer un conflit mondial. Nous assistons alors
à une question de force, à une question de puissance militaire, à une question d'intimidation. Et c'est pourquoi ces pays ne se prononcent pas sur des sujets ou alors ces pays restent dans la timidité. Cela explique tous les états de fait que nous venons de citer. Les pays de l'Amérique latine sont des pays inféodés et sont des pays qui ont du mal à se faire entendre. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Lebel-Goran, pour cette analyse. Eh bien, en direction Bruxelles, on va vous retrouver sur place, Luc Michel. Alors, Luc Michel, est-ce qu'on peut effectivement parler, est-ce qu'on pourrait comparer les destins géopolitiques, bien sûr, les destins géopolitiques entre l'Amérique latine et les destins géopolitiques, pardon, de l'Amérique latine et de l'Afrique aujourd'hui? Tout à l'heure, M. Michael Gamandi-Egorov parlait d'un impérialisme américain qui est aussi bien vrai en Afrique qu'en Amérique latine. Alors vous, est-ce que vous, ou dans une comparaison entre justement les destins géopolitiques de l'Afrique et de l'Amérique latine, est-ce que vous voyez quelques similitudes? La seconde partie de mon analyse, elle va concerner les BRICS. Tout d'abord, il faut savoir que les BRICS, ce n'est pas une unité géoéconomique et ni une unité encore moins géopolitique. C'est un concept qui a été défini par la banque Goldman Sachs pour unifier dans des paquets de prospection économique un ensemble de pays émergents qu'on a réunis artificiellement. Les Russes voudraient en faire un ensemble géopolitique, mais ça ne marche pas. Les BRICS sont parcourus de contradictions internes. Il y en a deux grandes. Il y a tout d'abord le problème de l'Inde. L'Inde, qui est membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est la grande alliance géopolitique alternative de l'Eurasie, s'oppose à un autre membre qui est le Pakistan. Ils sont en guerre depuis les indépendances de l'Inde et du Pakistan à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont deux puissances nucléaires. Ils s'opposent notamment pour la possession d'un territoire contesté, le Cachemire, pour lequel ils ont fait la guerre. L'Inde a tendance actuellement à se retourner vers les États-Unis et vers Israël, qui sert de poisson pilote à l'industrie d'armement occidentale. Le Pakistan, lui, qui a été longtemps l'allié des Américains et des Saoudiens, est en train de s'en détourner et vise à devenir un des États pivots, avec l'aide de la Russie et de la Chine et de l'Iran précisément, des nouvelles routes de la soie. Les BRICS donc ne sont pas fiables. Au milieu de ces BRICS, il y a le Brésil. Le Brésil aurait pu devenir une alternative géopolitique aux États-Unis dans ce qu'on a appelé la gauche latino-américaine, qui regroupait Cuba, qui regroupait le Venezuela, l'Argentine, le Brésil, un certain nombre d'autres dirigeants, notamment en Bolivie par exemple, qui sont arrivés au pouvoir au cours des 15 dernières années. Le problème, c'est que ces régimes ont été fragilisés. Ils n'ont pas fait le poids dans un monde précisément où ils affrontaient, sans les soviétiques, la superpuissance yankee. Cuba, c'est un régime qui est en transition. Les Castro, Fidel Castro est mort, Raúl Castro est sur le retrait, il ne contrôle plus que le parti. Ils sont en crise économique. Il y a un jeu de chat et de la souris avec Obama et Trump avec Cuba. Le Venezuela est en crise profonde depuis la mort suspecte, on pense qu'il a été assassiné par les Américains, de Chavez, et la révolution de couleur, la 5e au Venezuela depuis 2004, contre Maduro cette fois, soutenu par tous les régimes pro-américains des États-Unis. À partir de ce moment-là, la gauche latino-américaine, elle est en crise parce qu'elle a connu une érosion due à la corruption de ses dirigeants. Je sais que certaines analyses disent qu'il faudrait pardonner cette corruption, que les Américains s'en servent pour déstabiliser les gens. Nous avons un proverbe français qui dit que pour monter au mât de cocagne, il faut avoir le fond de la culotte propre. Des gens comme Kirchner, comme Lula, etc., qui est dans le feu de l'actualité, ce sont des dirigeants d'une extrême corruption et ils ont, je le regrette moi-même, tendu aux Américains, aux pro-occidentaux, la corde pour les pendre. Il n'y a donc plus cette alternative de gauche latino-américaine. Dès lors, quelle doit être notre position, parce qu'il faut être positif? Tout d'abord, il n'y a pas de position africaine. Il n'y en a plus depuis la disparition de la Jamaïria. Chavez et Kadhafi, qui étaient amis, avaient un grand projet. C'était ce qu'ils appelaient la constitution d'un bloc géopolitique et géoéconomique du Sud, un axe Caracas-Tripoli, au sein duquel il y aurait eu l'Union africaine. Avec la disparition de Chavez et la destruction de la Jamaïria, ça n'a pas marché. Exit. L'Afrique au milieu de tout ça, elle est, comme actuellement l'Amérique latine, c'est la solidarité de leur destin. Elle est un enjeu
entre les Occidentaux et le bloc eurasiatique. Quelle doit être notre position? Il faut soutenir toutes les forces qui soutiennent un monde multipolaire. C'est le chemin de la liberté pour l'Eurasie, pour l'Afrique, pour l'Asie, pour l'Amérique latine. Il faut aider tous les courants, parce qu'il n'y a pas que la gauche latino-américaine. Il y a Cuba qui se maintient, forteresse inflexible. Il y a le Venezuela qui pour le moment résiste bravement à la révolution de couleur. Mais il y a d'autres forces en Amérique latine. Entre 1940 et 1970, la grande force, ce n'était pas la gauche latino-américaine, c'était les mouvements nationalistes révolutionnaires dont le symbole était le péronisme, le général Perón, au pouvoir de 1943 aux années 50, qui a incarné un grand courant anti-nord-américain. Perón, je le connais bien, puisqu'il a été un allié géopolitique de mon école géopolitique en Europe qui existe depuis les années 60. Perón, lui, qu'est-ce qu'il prônait? Il prônait une alliance géopolitique entre un continent européen unifié, de Vladivostok précisément jusque l'Atlantique, dégagé des États-Unis, avec une Amérique latine unifiée, dégagée des États-Unis. Perón, Chavez, Kadhafi, ce sont les pistes que nous devons suivre pour une alternative géopolitique pour l'Amérique latine. D'accord, merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour cette analyse. Eh bien, Claude Wilfried Ekanga, alors selon certains analystes, il y a une pseudo-campagne pour la défense des droits de l'homme en Amérique latine, un peu comme celle qui est régulièrement faite partout en Afrique, celle qui est donc régulièrement menée partout en Afrique. Alors, est-ce que cela voudrait pouvoir dire que les combats géopolitiques de l'Amérique latine aujourd'hui et de l'Afrique sont exactement similaires? Oui, l'exactitude est même frappante, l'exactitude elle est effrayante. C'est la recette qui fonctionne et c'est pour ça qu'elle est toujours remise à l'ordre du jour. Chez nous au Cameroun, on a l'habitude de dire on ne change pas l'équipe qui gagne. En gros, les Occidentaux se sont rendus compte qu'il y a une certaine façon de faire qui porte ses fruits. Et donc, ils ne trouvent pour l'instant aucune raison à réfléchir, à se creuser la tête, à trouver une autre formule. Tant que celle-ci fonctionne, autant continuer avec. Le combat des latino-américains et des Africains est exactement le même, en ce sens que les slogans utilisés pour légitimer certaines actions sont justement en totale inadéquation avec la réalité. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des gens qui vous parlent de démocratie, de paix, mais qui, dans leurs actions, non seulement n'appliquent pas la démocratie, mais le bilan de leurs actes commis sur votre sol qui était censé amener la paix, ils ne l'amènent pas. Parce que de un, quand on prend la démocratie de manière générale, de tous les fonctionnaires qui existent, que ce soit dans un pays à l'échelle nationale ou à l'échelle supranationale, il n'y a environ 2 ou 3% qui sont votés. Les politiciens, peut-être le président de la République, les députés, les sénateurs ou que sais-je encore, mais la plupart des gens sont nommés sans consultation du peuple. Ça part du commissaire au chef de service. Et déjà, ça veut dire déjà que la démocratie, de manière, la démocratie proprement dite, elle n'existe pas, même pas en Suisse. Parce que quand Nestlé pillait avec la PHP, par exemple, au Cameroun, et les pesticides sur les plantes, il n'avait pas demandé l'avis des populations s'il fallait les tuer ou pas. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, la paix, quand on voit l'état des pays africains aujourd'hui, on nous dit que ce sont des pays très pauvres. C'est la même chose sur les États sud-américains, mais vu qu'il faut tenir la comparaison avec l'Afrique, on dit que ce sont des pays très pauvres qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, mais on nous dit quand même qu'en même temps, ce sont des pays qui font la guerre civile pendant 10, 15, 20, 30 ans. Comment est-il possible de faire la guerre sur plusieurs décennies, d'avoir toujours de l'argent pour s'octroyer des armes, mais de ne pas avoir de quoi manger et de solliciter le programme alimentaire mondial, etc. Ça veut dire que pour des intérêts obscurs et beaucoup plus profonds, il y a des entités dans les coulisses, parmi celles-là même qui prétendent apporter la paix, qui en fait tirent les ficelles pour que la situation se pérennise et reste comme elle est et qu'ils continuent de s'octroyer les richesses. Maintenant, de deux, la similitude entre l'Amérique latine et l'Afrique vient du fait des énormes richesses, justement, de cette Amérique latine-là. Lorsque vous prenez l'Afrique subsaharienne, vous prenez l'Amérique latine, c'est à peu près sur les mêmes latitudes, c'est-à-dire un peu au nord et un peu au sud de l'équateur. Ce sont des pays très ensoleillés où poussent notamment les denrées dont sont très friands les Européens, comme le cacao, le café.
parce que voilà, le Brésil, l'Équateur, ces pays-là, ce sont des pays qui sont dans le top 5 des principaux exportateurs de cacao. Ce sont des pays qui sont dans le top 5 des principaux exportateurs de bananes. L'Équateur, le Brésil, voilà, la Colombie, des pays comme ça. Ce sont des pays qui font 15% sur ces denrées-là de la production mondiale. Par exemple, sur le cacao, c'est la moitié de la production ivoirienne qui est à près de 32%. Le Brésil, c'est 2500 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Donc, c'est l'équivalent de la France. Si le Brésil n'avait pas 190 millions d'habitants et qu'il pouvait se partager les 2500 milliards à 66 millions d'habitants comme en France, ce serait un pays développé. Mais c'est encore un pays émergent. Et qu'on empêche justement d'être émergent comme tous les autres pays d'Amérique latine, selon leur modèle, leur conception de l'émergence. On voudrait bien, quand on est occidental en tout cas, les États-Unis, puisqu'il s'agit d'eux, aimeraient bien voir ces pays émerger, mais selon le diktat des États-Unis, selon le diktat de la Maison-Blanche. Émerger de concours avec l'URSS, de concours avec le socialisme, le chavisme ou le castroïsme, c'est hors de question de la part des Américains et des Européens qui les accompagnent. Et c'est pour ça qu'il faut intervenir. Et comme il est impossible d'intervenir en disant, voilà, en fait, c'est pour les intérêts économiques que nous venons, on crée dans ces slogans-là les mêmes qui fonctionnent en Afrique. C'est-à-dire, bon, évidemment, personne n'est ni Lula da Silva, ni Nicolas Maduro, ni Daniel Ortega, ni tous ces gens qu'on a cités tout à l'heure. Mais en tout cas, aucune, étant donné que ceux-là même qui interviennent n'ont pas les mains propres non plus, aucun comportement, aucune action de ces pays-là qui sont souverains ne justifie dans le contexte actuel une intervention, une agression, qu'elle soit militaire, qu'elle soit politique, qu'elle soit idéologique de l'extérieur, comme c'est le cas actuellement. Dans l'Amérique latine et l'Afrique, c'est absolument le même combat. Et voilà. Étant donné que les problèmes sont les mêmes, les solutions à trouver sont justement les mêmes. La réponse à ces propagandes, l'alliance avec les contrepoids que sont la Russie et la Chine, pas parce que la Russie et la Chine sont nos amis quand on est africain ou latino-américain, mais parce qu'ils représentent quand même une sorte de balance face à nos agresseurs qui permet de rééquilibrer les débats à l'échelle mondiale. À vous, Claude Wilfried Ikanga, pour cette analyse. On va donc terminer avec les interventions du côté de la Russie et on va donc commencer par Sochi, précisément avant d'aller à Moscou. Eh bien, Fabrice Beyor, hein, toujours pour comprendre cette place de l'Amérique latine dans la géopolitique mondiale, vos confrères, hein, les autres experts parlent beaucoup de cette similitude hein, entre le combat géopolitique africain et latino-américain. Et vous, est-ce que vous trouvez, au-delà de ça précisément, une similitude, un rapprochement entre les BRICS précisément et la Russie donc et Moscou? Pour parler des BRICS, il nous faut tout d'abord faire un petit rappel historique. Les BRICS donc sont nés, tout du moins les BRICS tout d'abord, sans l'Afrique du Sud, est né en 2011 avec donc l'ajout quelques années plus tard de l'Afrique du Sud, dont le nom des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, pour donc l'Afrique du Sud. Au départ, ce regroupement était un regroupement fait pour contrebalancer le G8 auquel appartenait alors donc la Russie avant son expulsion avec les sanctions donc occidentales depuis 2014. Et nous voyons donc aujourd'hui les BRICS représenter un poids de plus en plus important dans l'économie mondiale, même dans les décisions politiques mondiales, dans la lutte antiterroriste, dans les différents trafics et dans l'organisation du commerce mondial également. Donc un poids de plus en plus important, bien que, à l'heure d'aujourd'hui, si l'on compare par rapport au monde occidental, les BRICS ne sont pas encore au niveau, ils représentent à peu près un gros quart de la richesse mondiale, il n'empêche qu'ils représentent 50% de la croissance mondiale à l'heure d'aujourd'hui, et ces parts vont de plus en plus croissant. La spécificité de la Russie vis-à-vis des BRICS, c'est que, bien que exclue, elle fait toujours partie, tout du moins, dans les principes du groupe des pays occidentaux donc, qui sont en tête de liste à l'heure d'aujourd'hui, avec la Chine, et également de ce côté des BRICS qui est un premier pas vers le monde multipolaire. Mais jusqu'à présent, les BRICS, effectivement, sont un ensemble, allons-nous dire, disparate, puisque l'Inde n'a pas sur tous les points les mêmes intérêts que la Chine, et sur certains points même se confrontent d'ailleurs, que le Brésil, aujourd'hui retourné par l'oligarchie donc pro-américaine, se détourne plus ou moins, on va dire, des menées internationales qu'il pouvait avoir. L'Afrique du Sud est toujours présente, la Russie bien évidemment, la Chine également, l'Inde entre deux eaux comme nous disons. Donc il y a un élément un peu disparate et la Russie voudrait bien en faire
un élément plus construit, un bloc géopolitique plus homogène. Mais cela n'est pas encore gagné. C'est tout à son honneur de la Russie de vouloir développer ceci. Cela étant dit, les BRICS aujourd'hui sont une puissance économique alternative au monde occidental. C'est déjà un premier pas. Et le deuxième pas, comme indiqué, que la Russie veut faire franchir aux BRICS, c'est de lui donner une construction plus importante, un pas entre le G8 et une ONU qui serait presque parallèle, ce qui est d'ailleurs le souhait de certains néo-panafricanistes, tels que le président donc de Guinée équatoriale, M. Obiang. Et nous voyons donc cette volonté russe marquée sommet après sommet, dossier sur dossier. Pour autant, comme je le rappelle, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour trouver une homogénéité sur tous les sujets entre ces différents pays. Cela étant dit, les BRICS existent, ils sont déjà en partie un contrepoids par rapport au monde occidental, et c'est déjà un grand pas. Fabrice Beyer pour cette analyse. On va donc terminer avec vous, Michael Garmandier-Agorov. Eh bien, si on considère aujourd'hui que l'Amérique latine est affaiblie par l'Occident, par les Américains, alors la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'elle va le rester encore pour longtemps? Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'il y ait justement un retournement de situation, pour que les pays de l'Amérique latine, qui ont des dirigeants qui s'affirment, qui ont des dirigeants qui se veulent souverains, est-ce qu'il y a un moyen donc pour eux de changer la donne et de s'affirmer réellement au plan géopolitique? Oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, permettez-moi de faire un petit commentaire par rapport à ce qui a été dit. Je suis très largement d'accord avec ce qui a été dit par M. Ekonga. Il a dit beaucoup de choses absolument vraies, entièrement d'accord. Concernant justement le concept du monde multipolaire et justement les relations de la Russie avec les autres pays, toute union l'Europe dans sa forme actuelle avec la Russie, c'est une pure illusion. Et j'aimerais justement mentionner quelque chose d'important, c'est que la Russie, aujourd'hui, s'est déjà fixé un nouvel objectif. La Russie est en train de largement diversifier ses relations extérieures, et elle ne va pas attendre indéfiniment l'Europe avant que l'Europe ne retrouve la raison, ou plutôt les élites européennes. D'accord? Donc, il n'y aura pas d'union entre l'Europe et la Russie dans son espace, dans son intégration eurasienne aujourd'hui. Ça la concerne beaucoup de pays, beaucoup de peuples, mais ça ne concerne aucunement l'Europe dans sa version bruxelloise, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, concernant justement le cas de l'Amérique latine, et concrètement votre question, alors tout à l'heure, il a été dit que, on l'a mentionné que l'Amérique latine est effectivement affaiblie, mais affaiblie ne veut pas dire que c'est peine perdue. Le fait que justement qu'on a mentionné que même malgré toute la pression qui est aujourd'hui exercée sur les pays d'Amérique latine qui refusent de subir le diktat américain et plus généralement occidental, cela ne signifie aucunement qu'ils ne vont pas continuer à tenir tête. D'ailleurs, vous savez, on a dit que l'Amérique latine se fait timide, qu'ils sont inféodés. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Parce que prenez le cas, par exemple, de la Bolivie d'Evo Morales, dont l'ambassadeur soutient en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, suivez les interventions de l'ambassadeur de la République de Bolivie au Conseil de sécurité, vous verrez qu'à chaque fois, la Bolivie appuie ardemment la position de la Russie, et plus que cela, sur la Syrie, sur un certain nombre d'autres questions, vous pouvez voir ces interventions, ils sont disponibles sur Internet, et vous pouvez voir à quel point, quels arguments forts avance l'ambassadeur de la République de Bolivie. Et par exemple, le président de la Bolivie, Evo Morales, qui était un grand ami d'Hugo Chavez, et qui est toujours au pouvoir en Bolivie, quand il a visité la dernière fois la Russie, il a dit haut et fort, écoutez, nous ne sommes pas un pays puissant, nous n'avons pas la puissance comparable avec la Russie, mais nous allons tout faire pour vous soutenir à tous les niveaux où cela est possible. Et ça, c'est un exemple très important. Cela confirme encore une fois le fait qu'il y a plus que suffisamment de pays en Amérique latine qui sont des pays qui assument pleinement leur souveraineté. Ils ont des leaders dignes, progressistes. Ce n'est pas évidemment malheureusement le cas de tous les pays. Il y a le Costa Rica, il y a le Porto Rico, il y a la Colombie qui sont assujettis globalement aux intérêts américains, pour certains plus, pour d'autres moins, mais le fait est qu'il y a aussi une autre Amérique latine qui existe, c'est la réalité, et malgré toutes les difficultés auxquelles ces pays peuvent faire face, moi je suis sûr et certain qu'ils vont pouvoir tenir, et si nécessaire, ils auront l'appui de pays comme la Russie ou de la Chine, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue diplomatique, et ainsi de suite. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Donc moi je suis très confiant sur l'avenir de l'Amérique latine, en tout cas des pays que j'ai cités et d'autres pays qui seront amenés à nous rejoindre. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, et ça revient à ce que j'ai dit au début, aujourd'hui la Russie a compris
que notre intérêt, c'est de diversifier encore plus nos relations extérieures avec tous les pays qui appartiennent pas au monde occidental. Le monde, je l'ai dit plusieurs fois, vous vous rappelez, ne se limite pas à l'Occident. L'Occident représente 10% de la planète tout au plus. Alors nous allons continuer à développer nos relations avec l'Amérique latine, avec le Proche-Orient, avec le monde persique, le monde turcophone, l'Afrique, bien sûr, ça fait partie aujourd'hui aussi de notre priorité. Voilà avec qui nous allons aujourd'hui axer nos relations. L'Europe, elle peut attendre, elle n'a qu'à... Et d'ailleurs, en passant, l'Europe devrait se concentrer, comme les États-Unis, sur ses propres problèmes intérieurs, au lieu de donner des leçons au reste du monde. Je pense que c'est ça. Alors, monsieur Agrov, très rapidement pour terminer, est-ce que vous croyez en la similarité justement des combats géopolitiques entre l'Amérique latine et l'Afrique aujourd'hui? Absolument, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes et je pense que les pays africains devraient justement... Beaucoup de pays africains devraient prendre exemple sur les pays d'Amérique latine qui ont assumé pleinement leur souveraineté et qui aujourd'hui continuent de résister malgré toute la pression qui peut leur être faite, qui poursuivent leur développement. Je pense qu'il y a effectivement, et dans le cadre du monde multipolaire, je pense qu'effectivement les pays africains doivent coordonner beaucoup plus leurs actions et interagir beaucoup plus avec l'Amérique latine, sachant d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui lient les deux continents et les peuples des deux continents, notamment du point de vue historique. Il y a beaucoup de représentants d'Amérique latine qui ont du sang africain qui coule en eux. C'était le cas d'Hugo Chavez, c'est le cas de beaucoup d'autres leaders latino-américains. Il y a véritablement une solidarité qui doit s'élargir entre ces pays-là, entre les pays africains et les pays latino-américains. Et si l'Amérique latine, aujourd'hui, avec les pays qui ont assumé pleinement leur souveraineté, les pays progressistes qui se revendiquent du chavisme, du castrisme, etc., si ces pays, aujourd'hui, représentent indéniablement un bloc tout à fait à part du monde multipolaire, alors si en plus ils pouvaient être rejoints par un certain nombre de pays africains, vous pouvez imaginer la puissance de ce bloc. Je pense qu'il y a toutes les possibilités qui existent. Le fait est qu'il faut avoir le courage, il faut le vouloir, et il faut aller de l'avant et ne pas avoir peur des répercussions. Parce que si on a peur, on va toujours trouver des justificatifs. Pourquoi voilà, ça peut mal finir, etc. Il ne faut pas avoir peur de défier l'Occident. L'Occident n'est pas si puissant qu'il pense l'être. L'Occident n'est pas le centre du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on assiste véritablement à ce changement de mentalité aux quatre coins de la planète. Les gens comprennent véritablement que le monde, ce n'est pas l'Occident. L'Occident n'a plus le droit de s'autoproclamer communauté internationale, et je pense qu'aujourd'hui, connaissant la réalité, les nouvelles réalités dont on fait face, ces changements vont continuer à se poursuivre et l'Occident, les élites occidentales vont devoir l'accepter d'une façon ou d'une autre. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Michael Garmandier-Groff. Très rapidement, on va donc sortir avec vous, Claude Wilfried Ekanga. Alors, on a terminé l'émission, mais un dernier mot justement pour finir. Jusqu'à quel niveau, au plan géopolitique bien sûr, jusqu'à quel niveau vous y croyez? Vous croyez en l'avenir géopolitique de l'Afrique? Monsieur Wilfried Ekanga, si vous êtes toujours là, et bien sûr, si vous m'avez entendu, on va donc sortir avec vous. Oui, Vanessa, je vous entends. D'accord. Alors, un dernier mot pour sortir. Jusqu'à quel niveau, au plan géopolitique, bien sûr, vous croyez en l'avenir politique de l'Afrique et bien entendu aussi de l'Amérique latine, puisque c'est d'elle qu'on parle? Oui, disons l'avenir économique de l'Afrique, parce que c'est de la puissance économique que va découler le pouvoir politique, comme c'est le cas avec la Chine. Absolument. L'Amérique latine et l'Afrique doivent prendre les choses en main, décider de leur avenir, et ce n'est pas un slogan, c'est-à-dire doivent activement s'impliquer dans le développement de leur pays, activement, physiquement, intellectuellement, et surtout ne plus lever les yeux pour regarder ceux-là qui leur ont toujours donné des leçons, parce que l'expérience a montré qu'en fait, mis à part l'impérialisme, il n'y a pas d'autres leçons venant des grandes puissances actuelles, dont l'Afrique doit tracer sa propre voie selon ses règles et selon les paradigmes qu'elle se sera choisie. Idem pour l'Amérique latine. D'accord. Merci beaucoup à vous, Claude Wilfried Ekanga, pour ce mot de fin. Donc, merci infiniment à vous également, cher monsieur, à tous les experts de géopolitique internationale, en tout cas pour le cadre de cette émission. Merci beaucoup à vous, Fabrice Beyor, en direct de Soti, Luc Mussel, en direct de Bruxelles, et également à vous, Michael Garmandier-Groff, en direct de Moscou. Merci à la grande équipe technique de géopolitique internationale, Fidèle Téléspectateur d'Afrique Média. Merci infiniment à vous. Je vous souhaite bien sûr de passer une excellente journée en compagnie des programmes d'Afrique Média qui bien sûr se poursuivent, et à bientôt pour une autre édition. Au revoir.